L'appel est tombé à 15h pile, un mardi après-midi. C'était l'école de Lucas. Mon fils de 10 ans s'était effondré pendant le cours de PS. Une ambulance du SAMU était déjà en route. On m'a dit de les rejoindre directement à l'hôpital Necker. J'ai quitté le bureau sans donner d'explication, conduisant avec mes feux de détresse allumés, priant à chaque feu rouge que je grillais. Au moment où j'ai atteint les urgences, ils avaient déjà effectué les premiers examens. Le médecin m'a prise à part avec des résultats qui m'ont glacé le sang. Une appendicite, mais pas le cas classique. Son appendice avait rompu. Une septicémie commençait à s'installer. Il devait opérer immédiatement et les prochaines 48 heures seraient critiques. Je me tenais dans la zone de préopération, serrant la main de Lucas pendant qu'on le préparait. Il était terrifié. J'étais pétrifié. L'anesthésiste m'a expliqué les risques. Le chirurgien a détaillé les complications possibles. J'ai signé les formulaires de consentement d'une main tremblante. Maman, la voix de Lucas était minuscule, est-ce que je vais mourir? Non mon chéri. Tu vas t'en sortir. Je suis juste là. Je ne bougerai pas d'ici. On l'a emmené au bloc à 16h30. J'ai regardé les portes battantes se refermer et je me suis senti profondément seule. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le groupe WhatsApp de la famille. Mes parents, mes 2 sœurs, mon frère, ces gens qui ont été de tous les anniversaires, de tous les Noëls, de toutes les fêtes de famille depuis 10 ans. J'ai tapé, Lucas est en chirurgie d'urgence, appendicite rompue, septicémie. Les médecins disent que les prochaines 48 heures sont critiques. S'il vous plaît, venez. Je suis à l'hôpital, salle d'attente du bloc opératoire. J'ai besoin de vous. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. Mon téléphone m'indiquait que le message avait été lu dans les minutes qui ont suivi. Tous les 5 l'avaient vu. Personne n'a répondu. J'ai attendu 30 minutes. Puis j'ai appelé ma mère. Je suis tombée sur son répondeur. J'ai appelé mon père. Répondeur. J'ai appelé ma sœur Léa. Elle a répondu par SMS, je ne peux pas passer ce soir. J'ai déjà quelque chose de prévu. Tiens-moi au courant. Quelque chose de prévu. Mon fils se battait pour sa vie à elle avec quelque chose de prévu. J'ai appelé mon autre sœur, Camille. Pas de réponse. J'ai appelé mon frère, Nicolas. Il a texté, coincé au boulot. Grosse charrette, j'ai une deadline de dingue. J'espère qu'il va aller mieux. J'espère qu'il va aller mieux. Comme s'il s'agissait d'un simple rhume. Comme s'il s'était juste écorché le genou. L'opération a duré 4 heures. Je suis restée seule dans la salle d'attente à regarder les autres familles se rassembler autour de leurs proches. Des groupes de personnes apportant du café, offrant du réconfort, se relayant pour veiller. Moi, j'étais assise seule dans mon coin. À 20h30, le chirurgien est sorti. L'intervention s'était bien passée, mais Lucas était très mal en point. L'infection s'était propagée plus qu'il ne l'espérait. Il a été transféré en réanimation pédiatrique, entre la vie et la mort pour les 2 jours suivants. J'ai suivi l'infirmière jusqu'en réa. Lucas était inconscient, entouré de tubes et de moniteurs partout. Son visage était livide. Sa respiration était assistée par une machine. J'ai tiré une chaise près de son lit et j'ai pris sa petite main dans la mienne. C'est là que je suis restée pendant 2 semaines. Le service m'a autorisé à dormir dans la chambre. Je ne sortais que pour aller aux toilettes ou prendre un sandwich rapide à la cafétéria de l'hôpital. J'étais là quand il s'est réveillé, confus et souffrant. J'étais là quand sa fièvre est montée à 40 degrés Celsius. J'étais là quand il pleurait parce qu'il avait mal au ventre. J'étais là quand il m'a demandé pourquoi personne d'autre n'était venu le voir. Ils sont occupés, mon cœur, mais je suis là. Je serai toujours là. Mon téléphone restait désespérément silencieux. Quelques SMS de « Je pense à vous ». Rien de concret. Personne n'a proposé de m'apporter des vêtements de rechange. Personne n'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Personne n'est venu me remplacer, ne serait-ce qu'une heure,
pour que je puisse rentrer prendre une douche. Au 5e jour, Lucas a passé le cap. Sa fièvre est tombée. Ses marqueurs d'infection ont commencé à baisser. Les médecins ont commencé à parler de le sortir de réanimation. Au 8e jour, ils l'ont transféré dans une chambre pédiatrique classique. Il pouvait manger des aliments mous. Il pouvait se redresser. Il souriait faiblement quand je lui lisais des histoires. Au 12e jour, ils ont dit qu'il pourrait rentrer à la maison dans quelques jours s'il continuait à s'améliorer. J'étais à l'hôpital depuis 12 jours consécutifs. J'avais manqué 1 semaine et demie de travail. J'avais dormi sur un fauteuil, mangé la nourriture de la cafétéria et porté les 3 mêmes tenues que je gardais dans mon sac de sport dans la voiture. J'avais tout géré seul. Au 14e jour, alors que je regardais Lucas jouer tranquillement sur sa tablette, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé, j'ai rejeté. Mon père a appelé, rejeté. Léa a appelé, Camille a appelé, Nicolas a appelé. En 1 heure, j'avais 85 appels manqués. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir. Maman, ma chérie, on a besoin de toi tout de suite. C'est urgent. Rappelle-moi. Papa, appelle ta mère. C'est sérieux. Léa, pourquoi tu ne réponds pas? On a une urgence familiale. Camille, maman est en train de péter les plombs. Tu dois répondre. Nicolas, c'est pas drôle, décroche ce téléphone. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis concentrée sur Lucas. Quoi qu'il veuille, cela pouvait attendre. 3 jours plus tard, Lucas a eu son bon de sortie. Nous sommes rentrés à la maison. Il était faible mais en convalescence. Je l'ai installé sur le canapé avec des oreillers, des couvertures et ses films préférés. Je lui ai fait de la soupe, je lui ai donné ses antibiotiques, je l'ai aidé à aller jusqu'à la salle de bain. Mon téléphone avait accumulé plus de 100 messages et appels. Le 3e soir après notre retour, alors que Lucas dormait profondément dans son propre lit pour la première fois en plus de 2 semaines, j'ai enfin écouté les messages vocaux. La voix de ma mère était de plus en plus frénétique au fil des messages, le prélèvement du crédit immobilier a été rejeté. La banque appelle. Ils disent que le virement automatique a été annulé. Je ne comprends pas. S'il te plaît, appelle-moi. On va perdre la maison. Mon père, ta mère est hors d'elle. On doit parler du paiement de la maison. Rappelle-nous immédiatement. Léa, ma voiture a été saisie ce matin. Ils disent que les mensualités du crédit n'ont pas été payées. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Camille, l'hôpital a appelé. Ils menacent d'interrompre les soins de maman parce que les paiements ne passent plus. C'est une question de vie ou de mort. Rappelle-moi. Nicolas, mon compte professionnel est bloqué. La banque dit que mon prêt est en défaut. Je ne comprends rien. Tu dois me rappeler maintenant. J'étais assise sur mon canapé, écoutant message après message, et toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Il y a 5 ans, après mon divorce, j'avais fait des investissements judicieux dans la tech qui avaient très bien fructifié. Je m'étais construit un matelas financier confortable tout en travaillant à plein temps comme analyste de données. Mes parents avaient une petite retraite mais avaient du mal avec leur crédit immobilier après que les heures de mon père aient été coupées. J'avais commencé discrètement à payer leur mensualité, 800 € par mois. Je leur avais dit que c'était temporaire, juste le temps qu'ils se stabilisent. 5 ans plus tard, je payais toujours. Léa avait un dossier de surendettement depuis ses 20 ans. Quand elle a eu besoin d'une voiture pour le travail, personne ne voulait lui faire de crédit. Je m'étais porté caution, puis j'avais discrètement repris les mensualités quand elle a commencé à avoir des retards de paiement. 350 € par mois. Le mari de Camille avait perdu son emploi quand on a diagnostiqué un cancer à ma mère il y a 2 ans. Les traitements de maman n'étaient pas entièrement pris en charge par la mutuelle, alors je payais la différence, 600 € par mois depuis 2 ans. Nicolas avait lancé sa boîte de conseil et avait besoin d'un capital de départ. J'avais garanti son prêt professionnel.
Comme il était chroniquement en retard dans ses remboursements, je couvrais les traites pour protéger ma propre solvabilité, 400 € par mois. Je payais 2150 € par mois depuis 5 ans pour maintenir ma famille à flot. Pas une seule fois il ne m'avait remercié. Pas une seule fois il ne m'avait demandé si j'en avais les moyens. Il considérait cela comme normal, comme un dû. Et quand mon fils était en train de mourir, aucun d'entre eux n'a pu trouver 2 heures pour venir s'asseoir avec moi dans une salle d'attente d'hôpital. J'avais mis en place tous ces paiements par virements automatiques programmés pour le 15 de chaque mois. Quand Lucas a été opéré le 8, j'ai appelé ma banque depuis la cafétéria de l'hôpital au 3e jour. Une fois que j'ai su qu'ils survivraient, mais alors que je digérais encore leur absence, j'ai annulé chaque virement automatique, absolument tous. Les paiements qui auraient dû partir le 15 ne sont jamais arrivés. Maintenant, 17 jours plus tard, ma famille subissait les conséquences. J'ai rappelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie. Oh, Dieu merci, ma chérie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le paiement de la maison n'est pas passé. La banque menace de nous expulser. On a besoin que tu. Je l'ai annulé, j'ai dit calmement. Silence. Quoi? J'ai annulé le virement automatique. Je paye votre crédit depuis 5 ans. 800 € par mois, 48 000 € au total. J'ai arrêté. Mais tu ne peux pas faire ça. On va se retrouver à la rue. Je vous ai envoyé un message quand Lucas était en chirurgie d'urgence. Quand il faisait une septicémie, quand le médecin disait qu'il risquait de mourir. Je vous ai supplié de venir. Vous avez dit que vous aviez des projets. C'était Léa ça. Moi j'avais cette réunion au club de lecture. J'aurais pu annuler. Ton petit-fils était mourant. J'ai été seule dans un hôpital pendant 2 semaines. Personne n'est venu. Personne n'a aidé. Personne n'a même appelé pour prendre de ses nouvelles. Mais maintenant que vous avez un besoin urgent, soudain, je suis censée tout lâcher. C'est différent. C'est notre maison. Et Lucas est mon fils. Il a passé 8 jours en réanimation. Tu n'as pas pu m'accorder 2 heures. Pas 2 heures sur les 5 ans de mensualité que j'ai payé pour vous. J'ai entendu mon père en arrière-plan, qu'est-ce qu'elle dit? Ma mère a répondu en s'éloignant du combiné, elle a annulé le paiement. C'est elle qui payait depuis 5 ans. J'ai continué, j'ai aussi annulé le crédit de la voiture de Léa, les compléments de traitement de Camille et la couverture du prêt de Nicolas. Tout cela a pris effet le jour où Lucas est entré au bloc. Tu ne peux pas faire ça. Camille a besoin de ses soins. Camille n'a pas pu venir à l'hôpital s'asseoir avec moi pendant que son neveu luttait pour sa vie. Elle n'a pas pu prendre quelques heures sur son travail, mais maintenant elle a besoin de moi immédiatement. Elle a un travail. Les gens ont des responsabilités. J'ai un travail moi aussi. J'ai pris 2 semaines sans solde pour sauver la vie de mon fils, seul, tout en étant le pilier financier de vous tous sans que personne ne le reconnaisse, ne l'apprécie ou ne se montre présent quand j'avais besoin de soutien pour une fois. Mon père a pris le téléphone, écoute-moi bien. On est une famille. La famille s'entraide. Tu as raison, papa. La famille s'entraide. Je vous aide depuis 5 ans. 2150 € par mois. Ça fait plus de 128 000 € au total. Quand j'ai eu besoin d'aide, j'ai reçu 85 appels pour ton crédit, la voiture de Léa, les soins de Camille et la boîte de Nicolas. Pas une seule personne n'a appelé pour demander comment allait Lucas. Il va bien maintenant, non? Les mots sont restés suspendus dans l'air. Il va bien maintenant. Comme si cela justifiait tout. Oui, papa. Il va bien parce que j'étais là. Chaque minute, chaque moment de peur, chaque pic de fièvre, chaque étape douloureuse de la convalescence, moi toute seule. Où étiez-vous? On a tous nos vies. On ne peut pas tout lâcher comme ça. Moi, je l'ai fait. J'ai tout lâché. Mon boulot, mon sommeil, ma vie pendant 2 semaines. Et maintenant vous voulez que je lâche tout à nouveau pour régler vos problèmes d'argent. Des problèmes qui existent parce que je vous ai tous subventionnés pendant que vous preniez ça pour un dû. J'ai raccroché. Les appels n'ont pas cessé.
Chaque membre de la famille a appelé séparément, puis ensemble, puis dans différentes combinaisons. Les messages allaient de la colère aux supplications, en passant par la culpabilisation. Léa, j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser. Tu es en train de bousiller ma vie. Moi, par SMS, j'avais besoin de ma famille quand mon fils était mourant. Tu avais quelque chose de prévu, point. Camille, maman pourrait mourir sans ces traitements. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi, Lucas aurait pu mourir. Tu étais trop occupé pour venir à l'hôpital. Pas une seule visite en 2 semaines. Nicolas, ma boîte va couler. Je vais tout perdre. Moi, j'étais en train de perdre mon enfant et tu étais coincé au boulot. Ton prêt pro est ton problème maintenant. Ils ont essayé de rallier d'autres proches. Ma tante a appelé, ta mère est dans un état pas possible. C'est extrême comme réaction pour une simple visite manquée à l'hôpital. Ce n'était pas une visite. C'était 2 semaines, 17 jours, 238 heures dans cet hôpital. Pas une personne n'est venue. Pas pour 2 heures, pas pour 30 minutes. Pas du tout. Ils ne savaient pas que c'était si grave. J'ai dit que c'était critique. J'ai dit septicémie. J'ai dit chirurgie d'urgence. À quel point cela doit-il être grave pour que vous bougiez? Elle n'a pas eu de réponse. Une semaine après mon appel avec mes parents, ma mère s'est présentée chez moi. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle frappait. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé une enveloppe scotchée sur ma porte. À l'intérieur, il y avait un chèque de 800 € et un mot, pour le crédit de ce mois-ci. On va trouver comment payer nous-mêmes à partir de maintenant. Je suis désolée qu'on ne soit pas venu à l'hôpital. Je pensais que tu exagérais. Je pensais que les enfants s'en remettaient vite. Je ne m'étais pas rendu compte. Je n'ai pas encaissé le chèque. Lucas s'est complètement rétabli au cours du mois suivant. Il est retourné à l'école. Son énergie est revenue. Sa cicatrice a guéri. Parfois, il me demande pourquoi papy et mamie ne viennent plus nous voir. Pourquoi ses tantes et son oncle ne passent plus. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, je lui ai dit, et il faut les croire. Mes parents ont vendu leur maison 3 mois plus tard et ont emménagé dans un petit appartement plus abordable avec leur retraite. Léa a acheté une voiture d'occasion moins chère et a pris un 2e boulot. Camille et son mari ont mis en place un plan de paiement avec l'hôpital, et l'assurance de son nouvel emploi a mieux couvert les traitements. La boîte de Nicolas a réduit ses effectifs et il a pris un associé qui a apporté du capital. Ils ont tous survécu. Ils se sont débrouillés sans moi. Et j'ai appris quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a des années. Être indispensable n'est pas la même chose qu'être estimé. Ma famille avait besoin de mon argent. Ils n'estimaient pas ma présence. Quand j'ai eu besoin de leur présence, ils étaient trop occupés. Quand ils ont eu besoin d'argent, je devais tout lâcher. 6 mois après l'opération de Lucas, ma mère a appelé. Pas pour de l'argent, juste pour demander comment nous allions, comment Lucas cicatrisait, si nous voulions venir pour le déjeuner du dimanche. J'ai dit non. Peut-être qu'un jour je dirai oui. Quand assez de temps aura passé, quand le souvenir de mon attente solitaire en réanimation se sera assez estompé pour faire place au pardon. Mais pas encore. Pour l'instant, je paye mes propres factures. Je m'occupe de mon fils. Je suis présente pour ceux qui sont présents pour moi. Et je dors bien la nuit en sachant que lorsque mon enfant a eu le plus besoin de moi, j'étais là. Je ne peux pas en dire autant de ceux qui m'ont élevé, de ceux que j'ai aidés pendant 5 ans et qui n'ont pas pu m'accorder 2 heures quand cela comptait le plus. Ils m'ont donné une leçon qui m'a coûté cher, 128 000 € précisément. Mais au moins, je l'ai apprise. Certaines leçons valent le prix.